C'est dans l'autre sens, voilà. Donc j'ai déjà été présentée, donc ça c'est bon. Donc moi je suis l'animatrice de la stratégie régionale des trans, également l'animatrice du plan régional d'action du début. J'en parle un peu moins parce que c'est un peu moins... sur le temps de travail c'est un peu moins d'heures, mais c'est important les débuts aussi. Du coup, donc je vais sûrement passer vite certaines diapos, parce que soit Guillaume en a déjà parlé, soit ça va être redondant avec ce qui a été dit précédemment, parce qu'on n'a pas inventé l'eau chaude non plus. Donc, la stratégie régionale est une action de l'ARB, l'Agence régionale de biodiversité. Elle est pilotée par la DREAL et par Guillaume, que vous avez vu ce matin, animée par moi-même au Conservatoire d'espaces naturels. On s'appuie principalement sur ce qu'on appelle le GES, donc notre groupe d'experts scientifiques et techniques, qui est un peu la cheville ouvrière de notre stratégie, et donc qui est, comme vous pouvez le voir, qui regroupe différentes structures de la région, et dont certains sont dans la salle. Et ce qui nous permet d'avoir donc des experts sur certains domaines, notamment le CBN par rapport à la flore exotique envahissante, et aussi avoir du coup ce retour terrain que l'on n'a pas forcément au niveau régional à l'échelle de la stratégie globale. Donc la stratégie s'articule en 5 axes comme celle de la stratégie nationale. Donc la prévention, la gestion, la connaissance, la communication et la gouvernance. Elle a été élaborée collectivement avec différents acteurs de la région pour avoir quelque chose qui réponde aux enjeux et les besoins locaux. Et elle se veut être opérationnelle sur le territoire. Donc moi, mon rôle, c'est justement d'animer ce réseau d'acteurs, de créer du lien et initier des collaborations entre les différents acteurs, des synergies également, de communiquer auprès de tous et pour tous, et d'augmenter la connaissance sur les EE, améliorer sa diffusion, améliorer les échanges, un travail d'animateur. Je vais lister quelques actions qu'on a pu mettre en place. Donc notre plan d'action était de 5 ans, donc 2022-2026, donc l'année prochaine on est sur notre année bilan et l'année de réécriture du nouveau plan d'action, qui sera 2027-2031. Donc en tout, à recenser 65 actions. Donc, vous pouvez retrouver le document sur Internet si ça vous intéresse. Évidemment, je ne vais pas lister les 65 actions. En termes de prévention, les grosses actions qu'on peut citer, c'est notamment l'identification et la hiérarchisation des espèces exotiques envahissantes en vue de planification. Donc pour ça, ça a été réalisé pour la flore donc par le CBN et Benoît Delangue, si vous le connaissez, à l'aide de 2 méthodes combinées, donc celle EPPO et celle de Weber et Gutt. Il a classifié les espèces en précisant du coup celles qui sont déjà installées, celles qui sont émergentes et celles, en gros les plantes exotiques envahissantes avérées, les émergentes et celles à contrôler, à vérifier sur liste d'attention, on va dire. Et pour la faune, je suis encore en train de le terminer, donc c'est pas tout à fait fini. Et pour le coup, là, c'est une méthode plutôt bibliographique qu'on appelle ECAT et où je dois faire de la recherche biblio sur des critères spécifiques d'impact des EE sur la biodiversité et les écosystèmes. Et donc là, on aura un classement qui ressemble un peu sur la même méthode IUCN, des espèces en danger, tout ça. Ça sort un peu le même genre d'échelle. Et donc, à la suite de cette hiérarchisation, une fois qu'on a donc notre liste d'espèces prioritaires, on va dire, on peut réaliser ce qu'on appelle la priorisation et donc un document ou un outil d'aide à
la priorisation de la gestion notamment. Et donc on est actuellement en train de travailler dessus et ça va être l'un des ateliers de notre journée régionale annuelle qu'on fait donc une fois par an, qui est là cette année le 13 novembre. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, il y a le lien ici et vous pouvez aussi me contacter pour avoir plus de détails sur cette journée. Et donc, comme ça a été dit précédemment, on met l'accent sur les espèces émergentes et éviter l'introduction de nouvelles espèces, parce qu'une fois qu'elles sont installées, bah, c'est trop tard et c'est de tout plus compliqué à les éradiquer. Et donc, justement, il faut réussir à intervenir rapidement. Pour ça, il faut réussir à la détecter rapidement. Donc, c'est également une autre action de notre stratégie. Et donc, on a notamment cette année, ça a été élaboré, un peu pensé l'année dernière, avant 2023, pardon. L'année dernière, on a un peu plus travaillé dessus, et là, cette année, c'est un peu plus concret. Donc, le collectif d'animation et d'intervention, autrement dit le CIDIA, qui regroupe du coup donc, la même coordination de la stratégie, avec Guillaume et moi-même, et surtout des référents EE, ce qu'on appelle donc des référents EE, ce seraient des personnes qui sont vraiment terrain, très localisées, on va dire, qui ont une bonne connaissance de leur territoire et des espèces qui sont présentes. Et on devrait recruter en début 2026 un animateur justement de ce réseau de référents qui pourra donc avoir un appui local en termes d'ingénierie, plutôt côté technique et opérationnel, et sur lesquels les collectivités ou autres pourraient aussi se référer. Ce serait un peu notre lien avec le terrain direct. Et je pense que ce serait aussi super intéressant d'avoir dans ces référents, ou en tout cas peut-être d'une autre façon, mais justement des collaborateurs, on va dire, belges, pour justement savoir comment ça se passe de l'autre côté, quelles espèces sont à prendre en compte, notamment au niveau des frontières, pour être nous, sur le suivi, savoir là, il faut vraiment intervenir ou être en collaboration sur certaines actions, d'agir en même temps s'il y a besoin ou quoi. Et à l'inverse, pareil, de pouvoir avoir une personne locale qu'on puisse contacter quand nous, on voit une espèce qui émerge, qui pourrait arriver chez nous après. Donc c'était un peu le gros travail de cette année. Et après, forcément, il y a le volet communication, avec différents outils sur lesquels je vais revenir juste après. Et en termes de diffusion, mise en œuvre et animation de la stratégie, comme je vous ai dit, une fois par an, on se regroupe avec tous les acteurs de la région qui veulent bien venir. C'est l'occasion de présenter ce qui a été fait un peu au cours de l'année et de pouvoir travailler sur d'autres aspects plutôt stratégiques, comme là, l'outil de priorisation, savoir comment on peut l'améliorer, comment, s'il est parfait, comment on peut le diffuser, comment les acteurs peuvent le prendre en main. Et ça permet de faire avancer comme ça la stratégie. Parce que c'est un travail d'équipe, je suis évidemment pas toute seule à faire tout ça. C'est aussi l'occasion de valoriser le travail des acteurs en région, les différentes stratégies locales qui sont mises en place. Donc là, j'en ai cité deux, avec la MEVA et l'Astragema du CIL-Sagel, sur le bassin de la Somme et sur le bassin de la Lys, mais il y a aussi le CPIE, Val-de-Ty et la Canche qui ont aussi leur stratégie locale. Donc c'est pas que forcément en lien avec les bassins. Et du coup, on est aussi dans différents groupes de travail pour améliorer le développement des liens entre les régions frontalières, mais aussi les pays frontaliers, notamment avec parfois l'Angleterre, ça peut arriver, mais aussi la Belgique, et notamment sur le Et donc voilà, on a différents groupes de travail qu'on ne va pas forcément détailler ici, dont certains sont animés par la Fredon, Haute-France, notamment la Berce et l'Ambroisie, et Ramondin-Ramoussier aussi, Wolf-Romancier.
Dans les outils de communication notamment, on a au niveau de l'animation, on a une Framalist, donc une liste de discussion qui permet d'échanger directement avec les différents acteurs qui sont présents. Ça peut être utilisé donc, soit pour transmettre de l'information, notamment le lien d'inscription pour la journée par exemple, mais aussi pour si quelqu'un a une question qui, comme précédemment, des fois on est tout seul dans sa structure à faire des EE, nos collègues ne savent pas forcément plus, donc ça permet aussi de poser nos questions et dans les 146 autres personnes, il y en a peut-être une qui pourra répondre. Donc ça permet de s'appuyer sur un réseau d'acteurs qui travaillent sur la même thématique. On s'appuie beaucoup sur ce que les centres de ressources nationales font, notamment avec les différents documents qui ont pu vous être présentés précédemment. Et donc nous, on a fait le pendant au niveau régional. Le CEREMAN a créé, dans le cadre de la stratégie, 2 outils. CarteE, qui est un site qui cartographie les interventions de gestion menées sur les EE en région. Donc un site qui peut être très utile quand il est bien utilisé et bien complété, notamment pour le rapportage européen. Ça nous permet de récupérer les données inscrites dedans. L'annuaire des acteurs qui permet également d'avoir connaissance de qui travaille sur quoi et où il se trouve et surtout avoir les coordonnées. Et là, cette année, les associations GON, Groupement ornithologique et naturaliste, plutôt côté, c'est faune, mais plutôt Nord-Pas-de-Calais, et Picardie Nature, donc à côté Picardie, ont réalisé l'Observatoire des œufs animales et qui recense donc toutes les œufs observés animales seulement. Et donc pour les végétaux, j'ai pas noté, mais il y a Digital 2 du CBN sur lequel on s'appuie également. Donc voilà à quoi ressemble CarteE. Derrière la pastille là-bas, en vrai, on peut filtrer spécifiquement sur des espèces ou quoi. Sinon, on peut cliquer directement sur les tâches qu'on peut voir. Et comme vous pouvez voir à votre droite, qu'il y a donc un total de 307 retours d'expérience de comptabilisés et qu'au final, il n'y en a que 134 sur les 307 qui sont vraiment de la gestion en tant que telle. Pour les autres, c'est un choix de ne pas faire la gestion. Donc, soit par manque de moyens, soit par choix, parce que, comme on a pu parler tout à l'heure de la renouée, parfois, il vaut mieux ne pas agir que d'agir dessus et la propager. Donc, encore également, si vous avez des actions à mettre, n'hésitez pas, en allant directement sur le site, vous pouvez remplir le questionnaire et ça nous permet, nous, d'avoir des retours d'expérience qui peuvent aider d'autres acteurs, savoir comment ils ont fait, combien ça a coûté, avec quel acteur ils ont travaillé. En termes d'outils papier, donc il y a les différents guides qui ont été cités tout à l'heure, donc les guides nationaux en lien avec le centre de ressources et l'IVCNV national. Donc il y a les 2 que Guillaume a cités ce matin, mais le dernier en date c'est en lien avec les changements climatiques, donc les EE et les changements climatiques. Le guide des plantes exotiques envahissantes des Hauts-de-France, donc de Bailleul, qui recense 34 fiches, donc qui précise comment reconnaître l'espèce, son écologie, sa biologie, et qui propose aussi des méthodes de gestion. Et après, on a forcément une postère et également une exposition qu'on peut prêter. Là, cette année, tous les Viaglo l'ont emprunté quelques semaines, jours ou semaines, je ne sais plus. Et du coup, on a 7 panneaux qui expliquent qu'est-ce qu'une EE, les impacts, le lien avec l'alimentation, les bons gestes à avoir, ce genre de choses. Donc assez simple, mais qui peuvent parler à tous. Et donc maintenant, j'ai fait un zoom un peu plus sur le territoire du SAGESCO. Donc je remercie Benoît qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est lui qui a fait la partie flore. Donc là, cette carte-là représente donc, le nombre de plantes exotiques envahissantes par maille au kilomètre carré. Et donc plus c'est foncé, plus il y a d'espèces dedans.
Donc il a fait remonter que donc, sur les 80 espèces plantes exotiques envahissantes recensées dans les Hauts-de-France, il y en a 60 qui se retrouvent sur le territoire du Sage. Et la moitié des plantes exotiques envahissantes observées se retrouvent en milieu aquatique ou rivulaire. Et bien sûr, la renommée du Japon détient le record du nombre de mailles où elle est présente. Après, en termes de priorité de gestion, ce qu'il propose, c'est surtout de mettre l'accent sur les espèces émergentes, comme ça tu l'as dit précédemment, et il met un point particulier sur la renommée de l'OM qui est à surveiller, qui d'autant plus, elle est fertile, contrairement à la renommée du Japon, sur les myélophiles et hétérophiles, qui s'expand très vite dans les canaux. Et il fait une remarque à la fin, comme quoi ça serait intéressant de savoir justement comment ça se passe en Belgique et comment ça peut potentiellement. Alors, soit chez nous, ça va chez vous, ou l'inverse. Et il a noté aussi donc, l'averse du Caucase et des astales américaines, mais également la création de l'EMS qui est capable de s'installer dans les milieux olivotrophes comme les tourbiers, qui sont des milieux qu'on essaie de préserver. Et ces mots exacts, c'était que la création était des sacrés cochonneries. Je ne l'ai pas noté. Côté faune, donc là, les données viennent de la base de données du Conservatoire des espèces naturelles qui comprend donc, les observations des employés du SEM, mais également les données du GOM et du PICNAT. Donc là, pareil, on voit que les œufs recouvrent assez bien le territoire. Et dans les faits remarquables, on peut noter que donc, dans 85% des données observées sont réparties sur 3 espèces, qui est la coccinelle asiatique, l'ouate d'Égypte et le rat musqué. Donc la coccinelle asiatique, c'est pas non plus très étonnant, parce qu'en général, on ne trouve pas qu'un seul individu, donc forcément, ça fait des grosses observations. Et que moins d'1% des observations sont des poissons exotiques envahissants, donc il y a peut-être un lien à faire avec, il y a un manque de données sur le probable, donc en tout cas dans les bases de données. Donc il y a sûrement un lien à faire avec les effets de pêche pour avoir justement cette lacune qui remonte de nos bases de données. Là vous m'excuserez pour copier-coller, mais évidemment on est toujours dans la faune, pas d'accord. Mais pareil, il faut prioriser les espèces émergentes, et notamment le ragondin qui remonte de plus en plus. Et donc sa première observation sur le territoire du Sage était en 2015. Nos données doivent dater avec les derniers apports du GON et du PICNAT, ça doit dater du juillet. On en avait 9 de recensés donc, en tout depuis 2015, ce qui est peu nombreux, mais du coup, il nous manque sûrement de la donnée, mais c'est une espèce sur laquelle on peut d'autant plus agir là qu'elle n'est pas encore présente. Pas beaucoup en tout cas, parce que le ragondin vient d'arriver aussi dans le Pas-de-Calais en moins. Et le raton laveur aussi était une des espèces les moins nombreuses, qui commencent à évoluer au niveau du territoire. Et donc avoir le lien aussi de ce côté-là avec les pays. Voilà globalement.